3 mars 2026, jour 4 de l'opération Epic Fury. Pendant que les bombes continuent de tomber sur Téhéran, quelque chose de peut-être plus important se passe à Washington. Et ça, les médias mainstream en parlent à peine. Ce matin-là, le général Dan Kane, chef d'état-major interarmé des États-Unis, l'homme qui commande militairement toute cette opération, tient un point presse au Pentagone. Il n'a pas l'air d'un homme qui gagne une guerre. Il a l'air d'un homme qui essaie d'éviter une catastrophe. Pendant ce temps, sur Truth Social, Donald Trump publie « Les stocks de munitions américains n'ont jamais été aussi élevés. Nous avons un approvisionnement pratiquement illimité. Les guerres peuvent être menées pour toujours. 2 hommes, 2 réalités. Une seule guerre. Aujourd'hui, on décrypte la fissure qui s'ouvre au cœur même de l'administration américaine. Et pourquoi cette fissure, si elle s'élargit, pourrait changer le cours de cette guerre plus vite que n'importe quelle bombe? Commençons par le commencement. Pourquoi cette guerre a-t-elle commencé le 28 février 2026? La réponse officielle de l'administration Trump, l'Iran représentait une menace imminente. L'Iran allait frapper en premier. Nous avons agi en état de légitime défense préemptive. C'est ce que Trump a dit. C'est ce que Rubio a dit. C'est la justification légale de toute l'opération. Sauf que, selon des sources primaires américaines, des responsables de l'administration ont rapporté que le Pentagone a dit au Congrès, lors de briefings à huis clos, qu'il n'existait aucun renseignement suggérant que l'Iran planifiait d'attaquer les forces américaines en premier. Relisez ça. Le Pentagone, à huis clos, au Congrès. Aucune menace imminente confirmée. Et l'administration n'a fourni aucune preuve publique que l'Iran prévoyait une frappe préemptive. C'est énorme. Parce que si la menace imminente était inventée ou exagérée, cette guerre n'a pas de base légale solide. C'est exactement ce que soutient le sénateur Tim Kaine, qui a déposé une résolution au Sénat en invoquant le War Powers Act, la loi qui oblige un président à obtenir l'autorisation du Congrès pour engager les États-Unis dans une guerre. Et il n'est pas seul. Des républicains commencent à poser des questions. Discrètement. Pour l'instant. Les 4 objectifs qui changent tous les jours. Mais le problème ne s'arrête pas à la justification de départ. Personne dans l'administration ne s'entend sur ce que cette guerre est censée accomplir. En 48 heures, Donald Trump a présenté 4 visions différentes de la victoire. Version 1, détruire le programme nucléaire iranien. OK, c'est la version que tout le monde comprend. Version 2, éliminer les capacités de missiles balistiques. Plus large, mais soit. Version 3. Le scénario à la vénézuélienne. Destituer uniquement Khamenei, garder le reste du gouvernement en place. Version 4. Un soulèvement populaire spontané du peuple iranien qui renverse lui-même le régime. Pendant ce temps, Pete Hegseth dit que l'objectif est de détruire le bouclier conventionnel de l'Iran. Et Rubio parle de frappe préemptive contre une menace imminente. 3 membres de l'administration, 5 objectifs différents. Une seule armée qui essaie de les accomplir tous en même temps. France 24 a titré cette semaine « L'administration Trump en pleine zone de contradiction ». C'est un euphémisme. Maintenant, parlons du général Dan Kane, parce que cette histoire mérite qu'on s'y attarde. Kane est le chef d'état-major interarmé. Il est le conseiller militaire de rang le plus élevé du président. Et depuis janvier 2026, bien avant que les bombes commencent à tomber, il exprimait des réticences profondes face à une attaque contre l'Iran. Selon le Washington Post et le Wall Street Journal, Kane a personnellement mis en garde Trump lors d'une réunion à la Maison-Blanche. Les stocks de munitions sont insuffisants. Le soutien des alliés régionaux est incertain. Une guerre prolongée comporterait des risques sérieux pour les soldats américains déployés dans la région. Trump a réagi en disant publiquement que Kane croyait dans cette guerre, ce qui, dans la communication trumpienne, est une façon de dire « il est avec moi », circuler. Sauf que les faits racontent autre chose.
La vérité sur les stocks de munitions, le Center for a New American Security estimait dès le 28 février que les États-Unis pourraient épuiser en 1 ou 2 journées d'opération une année entière de production de missiles intercepteurs THAAD. Le THAAD, Terminal High Altitude Area Defense. C'est le système qui protège vos soldats des missiles balistiques entrants. Il existe 9 batteries THAAD actives dans le monde. Chaque intercepteur coûte plusieurs millions de dollars. Moins de 650 unités ont été produites depuis que le système est entré en service en 2010. Et on les dépense à un rythme d'une année de production en 48 heures. Pourquoi? Parce que les stocks américains n'ont jamais été aussi bas. Ils ont été saignés par 3 conflits successifs. Le soutien à l'Ukraine, les bombardements des Houthis au Yémen et les frappes sur l'Iran lors de la guerre de 12 jours en juin 2025. Le Pentagone a même été forcé de demander 30 milliards de dollars au Congrès pour racheter des missiles et des intercepteurs. 30 milliards, avant même que la guerre commence. Et selon des responsables américains et membres du Congrès cités par Politico, il existe une inquiétude partagée que des ripostes iraniennes prolongées épuisent les défenses américaines et laissent des dizaines de milliers de soldats sans protection adéquate. Des dizaines de milliers de soldats américains sans protection adéquate. Si la guerre dure, le coût réel, 1,4 milliard en 48 heures, pendant que Trump parle d'approvisionnement illimité, les chiffres sortent. Selon l'agence Anadolu, les États-Unis ont dépensé environ 779 millions de dollars dans les premières 24 heures de l'opération. Plus 630 millions pour la préparation, déplacer les porte-avions, déployer les navires, mobiliser les actifs régionaux. On parle de 1,4 milliard de dollars en moins de 2 jours, pour une guerre dont Trump a dit lundi qu'elle était projetée sur 4 à 5 semaines. Peut-être plus. Faites le calcul, ça dépasse rapidement les 20 milliards de dollars. Pour un conflit dont personne ne sait encore ce qu'il est censé accomplir exactement. Les contradictions internes à Washington, c'est une chose, mais la vraie surprise de cette guerre vient de l'extérieur. Les alliés traditionnels des États-Unis sont en train d'hésiter, ou de reculer, ou de prendre position contre. La Turquie, l'allié OTAN qui dit non. La Turquie est membre de l'OTAN depuis 1952. Elle possède la 2e plus grande armée de l'Alliance. Et elle a refusé catégoriquement de permettre l'utilisation de son espace aérien, de ses moyens terrestres ou maritimes pour cette opération. Pire, du point de vue de Washington, Ankara a condamné à la fois les frappes américaines et la riposte iranienne. Erdogan joue son propre jeu, comme d'habitude. Mais le signal est clair. Cette guerre n'a pas l'unanimité de l'OTAN. L'Espagne, dangereuse et sans mandat légal, Pedro Sánchez a qualifié l'opération de dangereuse. Lancé sans autorisation du Congrès américain sans aval du Conseil de sécurité de l'ONU, il a appelé à une désescalade immédiate. L'Espagne est aussi membre de l'OTAN. Elle dit « cette guerre est problématique ». La France, le grand écart Jean-Noël Barrot a déclaré le 2 mars que l'escalade doit cesser au plus vite. Il a mis en garde contre une prolongation indéfinie des opérations sans but précis. Mais en même temps, la France fait partie de l'E3 avec le Royaume-Uni et l'Allemagne, qui s'est déclaré prêt à mener des actions défensives nécessaires et proportionnées pour détruire à la source les capacités de Téhéran si l'Iran attaque les pays du Golfe. L'Iran a répondu immédiatement, ce serait un acte de guerre. Le porte-parole Bagaï l'a dit clairement le 3 mars. Donc la France est pour la guerre si elle est défensive, contre si elle est offensive et pour le cessez-feu de toute façon. C'est le grand écart diplomatique au niveau olympique. Le Canada soutient avec astérisque Mark Carney a soutenu les frappes américaines. Mais il a précisé « Nous n'avons pas participé au renforcement militaire ni à la planification ». C'est une façon de dire « On est avec vous en principe, mais on n'a pas de sang sur les mains ». Des experts canadiens ont pointé la contradiction. Si vous soutenez la guerre, vous en êtes complice. Si vous n'étiez pas au courant, vous n'étiez pas dans la confidence de votre principal allié. Dans les 2 cas, c'est une position difficile.
Le paradoxe des alliés du Golfe, 6 États du Golfe et la Jordanie, ont condamné la riposte iranienne, notamment les frappes sur Ras Tanura. Mais plusieurs ont aussi refusé que leur territoire serve de base de lancement pour des frappes offensives contre l'Iran. Résumé. Les États-Unis mènent une guerre avec des alliés qui soutiennent, hésitent, condamnent ou refusent, parfois en même temps. Sortons de Washington et mettons-nous à la place de Téhéran. L'Iran ne peut pas gagner militairement face aux États-Unis. Personne ne le prétend sérieusement. Mais l'Iran n'a pas besoin de gagner militairement. Il a besoin de rendre la guerre suffisamment coûteuse pour que Washington décide que ça ne vaut pas la peine de continuer. C'est la stratégie classique du plus faible contre le plus fort. C'est ce qui a fonctionné au Vietnam, en Afghanistan, en Irak. Et l'Iran a une version 2026 de cette stratégie qui est remarquablement sophistiquée. L'arme économique, cibler le portefeuille de Trump. Les frappes sur Ras Tanura ne visent pas à détruire l'Arabie saoudite. Elles visent à faire monter le prix du pétrole. Pourquoi? Parce que c'est le talon d'Achille de Trump. Ce qui tue politiquement Trump, c'est le prix à la pompe. Quand le baril passe de 61 $ en janvier à 82 $ aujourd'hui, avec des projections à 120 $ si Hormuz reste perturbé, ça se traduit directement en inflation. Et l'inflation, ça coûte des élections. Les midterms de novembre 2026 arrivent à grands pas. L'asymétrie du coût des munitions. Un drone Shahed 136 iranien coûte environ 20 000 $ à produire. Un intercepteur Patriot coûte 3 à 4 millions de dollars. Un intercepteur SM-3 coûte entre 10 et 27 millions de dollars selon la version. L'Iran envoie des mixtes de drones bon marché et de missiles plus sophistiqués. L'armée américaine tire sur tout, parce qu'elle ne peut pas se permettre de rater un vrai missile en pensant que c'est un faux. Et les stocks fondent. C'est la même logique que les Russes utilisent en Ukraine. Vous forcez l'adversaire à dépenser 100 $ de missiles pour chaque dollar de drone. À une échelle suffisante, ça finit par peser. Le commandement décentralisé, un cauchemar américain, des responsables du Pentagone ont soulevé cette semaine une question qui inquiète. Qui commande réellement l'Iran en ce moment? Khamenei a été tué dans les premières heures d'Epic Fury. Le CGRI fonctionne avec un commandement décentralisé. Pas de tête unique à frapper. Les unités agissent avec une autonomie considérable. Pour l'armée américaine, habituée à chercher un centre de gravité ennemi à détruire, c'est un cauchemar opérationnel. C'est comme essayer d'éteindre un incendie de forêt avec un seau. On est le 4 mars 2026, jour 5 de la guerre. Voici les 3 scénarios les plus probables pour les 2 semaines qui viennent. Scénario 1. L'escalade, probabilité 25 %. Un incident majeur. Un missile iranien tue 50 soldats américains, ou l'USS Abraham Lincoln est touché pour de vrai, ou une frappe provoque une catastrophe civile en Israël. Trump, poussé par sa base, intensifie massivement. Les troupes au sol deviennent une option. L'Arabie saoudite et les Émirats entrent formellement dans la guerre. Le Brent monte à 150 $. La récession mondiale devient inévitable et le débat sur le War Powers Act devient une crise constitutionnelle ouverte. Scénario 2. La guerre longue à intensité moyenne. Probabilité 50 %. C'est le scénario le plus probable. Les 2 camps continuent sans que ni l'un ni l'autre n'escalade vraiment. L'Iran continue ses attaques asymétriques. Les États-Unis continuent leurs frappes aériennes. Les Alliés restent dans leur ambiguïté. Le Brent se stabilise entre 90 et 110 $. À la pompe au Québec, ça veut dire 10 à 18 cents de plus par litre qu'en janvier. L'inflation remonte à 3,5 % en Amérique du Nord et les midterms de novembre commencent à inquiéter sérieusement la Maison-Blanche. Scénario 3, les négociations, probabilité 25 %, c'est le scénario que Washington ne veut pas admettre envisager, mais qu'il envisage quand même. Oman joue déjà le rôle de médiateur discret. La Chine pousse pour un cessez-feu, pas par altruisme, mais parce qu'un Iran stable sous influence chinoise vaut plus qu'un Iran détruit et incontrôlable.
Si Trump décide que la guerre coûte trop cher politiquement, il peut annoncer unilatéralement une victoire et ouvrir des négociations. C'est ce qu'il a fait avec la Corée du Nord en 2018. Il peut redéfinir la victoire comme il veut. Dans ce scénario, le Brent redescend vers 75-80 $. Et Trump peut aller aux midterms en disant qu'il a décapité le régime des Mollahs, même si le régime survit. Ce que je surveille, le vote War Powers au Congrès cette semaine. Si plus de 10 sénateurs républicains soutiennent la résolution Kaine, ça change tout. Permettez-moi de vous poser la vraie question. Est-ce que les contradictions qu'on a documentées aujourd'hui, les objectifs flous, les stocks qui s'épuisent, les alliés qui reculent, la justification légale qui s'effondre, est-ce que c'est le signe que cette guerre va mal tourner? Ou est-ce que c'est juste le chaos normal de tout conflit armé et que ça finira par se stabiliser? La réponse honnête, on ne sait pas. Mais l'histoire nous donne quelques indices. Le Vietnam a commencé avec des objectifs clairs, contenir le communisme, et s'est transformé en quête sans fin. L'Irak 2003 avait des objectifs clairs, les armes de destruction massive qui se sont révélées inexistants. La Libye avait un objectif limité, protéger les civils, et a créé un État défaillant qui dure encore aujourd'hui. Ce que ces guerres ont en commun, c'est pas l'échec militaire initial, c'est l'absence de réponse claire à la question « Comment est-ce que ça finit ?» Et c'est exactement ce qui manque aujourd'hui à Washington. Pete Hegseth a dit cette semaine « Ce n'est pas l'Irak, pas une guerre sans fin, pas besoin de 200 000 soldats pendant 20 ans. » Il a raison que ce n'est pas exactement ça. Mais le fait qu'il éprouve le besoin de dire ça au 4e jour de la guerre, c'est peut-être un signal. La vraie fracture à surveiller n'est pas militaire, elle est politique. C'est le moment où assez de républicains au Congrès décident que cette guerre leur coûte plus qu'elle ne leur rapporte. Ce moment-là, personne ne sait exactement quand il arrive. Mais quand il arrive, tout change très vite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, la meilleure façon de le montrer, c'est de la partager avec quelqu'un qui s'intéresse à la géopolitique. On a 3 vidéos sur cette guerre maintenant. Dans les 2 premières, on a parlé du choc pétrolier causé par les frappes sur Ras Tanura et du rôle discret mais décisif de la Chine dans ce conflit. Les liens sont dans la description. Posez vos questions dans les commentaires. Quel aspect de cette guerre vous paraît le plus sous couvert par les médias? C'est comme ça qu'on choisit le prochain sujet. À bientôt.